Alors c'est votre premier roman, Yann Garvoz, il est absolument époustouflant aussi pour ses différents registres d'écriture. On évoquait tout à l'heure Rousseau, on évoquait Sade, on peut aussi évoquer le nom de Bernardin de Saint-Pierre, on évoquait cette histoire ô combien magnifique du roman d'aventure. Mais il y a plusieurs registres d'écriture à l'intérieur de ce texte. Il y a le registre du coryphée, du cœur, il y a le registre de la description effectivement d'un personnage, il y a le registre de la dénonciation, il y a le registre aussi de l'intériorité, finalement de la mise en abîme d'un personnage qui va se perdre en enfer, comme certains personnages du Marquis de Sade. Comment avez-vous trouvé les articulations entre ces différentes voix ? Car votre roman est aussi d'une maîtrise polyphonique absolument incroyable. Oui, la polyphonie est très importante pour moi parce que c'est une des choses auxquelles se heurte tout écrivain de nos jours. On ne peut plus croire que la vie elle-même n'est pas polyphonique et la vie ne présente pas des histoires linéaires et claires par elle-même. Ce dialogisme, c'était le mot de Mikhaël Bakhtin, qui a été théorisé dès les années 1930, sauf erreur de ma part. Ce dialogisme, je le trouve, est de plus en plus présent dans notre époque contemporaine, où on est confronté à toutes sortes de voix diverses et d'expressions diverses au cours de la même journée. Et j'aurais eu l'impression de mentir de nos jours, j'aurais l'impression de mentir en écrivant d'une manière linéaire et d'une seule voix, parce que les voix sont multiples en nous, les voix sont multiples dans le monde, et les voix sont multiples dans l'histoire. Et puisque je me suis penché sur cette période du XVIIIe siècle, les voix du XVIIIe siècle que j'essaye de ressusciter sont d'une extrême diversité. Et non seulement celles qui sont littéralement contemporaines du XVIIIe siècle, la voix des maîtres, la voix des esclaves, mais aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans le langage, c'est qu'il porte écho de tous les états du langage qui sont passés. Nous utilisons le français qui est une créolisation du latin, de même qu'aux Antilles ou à La Réunion ou dans les îles anglaises, les gens parlent des créoles qui sont des créolisations du français ou de l'anglais. Et dans leur créole à base française, par exemple, on va retrouver des racines grecques et indo-européennes, ce que je trouve assez passionnant. Donc toutes ces voix se mélangent. Certaines sont très anciennes, certaines sont les voix des conquérants indo-européens de l'Europe d'il y a 4000 ans. Et voilà, j'ai essayé de ne pas trahir ce brassage linguistique et ce brassage d'expressions et des voix. Il y a aussi le tempo du suspense à l'intérieur de votre roman, Yann Garvoz, puisque nous, en tant que lecteurs, on vibre et on est en empathie avec cet esclave qui doit débarquer donc d'un bateau, qui a décidé de s'échapper, qui a décidé de se mettre sous la protection de la forêt tropicale. Et on se demande effectivement s'il va être rattrapé par ses maîtres. Et là, vous réussissez aussi à dresser le portrait d'un être qui, par définition, ne peut pas assumer sa liberté et qui pourtant la conquiert et va être menacé dans cette liberté d'existence. Et c'est vrai qu'on est complètement en empathie avec lui, on vibre avec lui, on se demande s'il va être ou non capturé. Comment avez-vous inventé ce personnage? Est-ce que vous l'avez trouvé dans les archives du colonialisme ou est-ce qu'il est sorti de votre imagination? Dans les archives colonialistes, il y a de nombreux exemples de ce qu'on appelait les nègres marrons, qui étaient ces esclaves qui préféraient s'enfuir, le plus souvent pour peu de temps. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en vérité, il était difficile d'aller où que ce soit. Ce sont des îles. Il est difficile de vivre dans la nature aussi, dans la forêt. Le climat peut être très dangereux, il y a des cyclones, il est difficile de trouver de la nourriture. Donc la plupart d'entre eux revenaient, à vrai dire, au bout de quelques jours, évidemment avec des punitions très sévères. Mais certains maintenaient des communautés qui parfois pouvaient devenir très menaçantes, comme en Haïti ou comme en Martinique. Il y a eu moins de cas en Guadeloupe. Et actuellement, en Guyane, il y a encore les descendants des esclaves marrons qui existent en communauté. Donc il y a de nombreux faits avérés. Maintenant, ce personnage, on n'a pas d'individualité précise qui se détache de cette histoire, parce que
parce que c'est marrant, en quelque sorte, Oui, n'avaient pas d'histoire. mais vous leur donnez une histoire, un statut, une voix. Oui, je leur donne une voix. Et ce en quoi je suis pas du tout, je ne revendique pas d'être le premier. Il y a le très beau livre de Chamoiseau, L'esclave vieil homme et le molosse, par exemple. Moi, mon approche a été un peu différente, puisque je pense que l'approche psychanalytique est tout à fait adaptée à cette période folle de l'histoire de France. En ce qui concerne ce personnage principal, il me semble que c'est un miroir, c'est une image de Donatien, où Donatien est une image de ce personnage. Qu'il y a une gémellité. Oui. Bien sûr, il y a une gémellité. La face lumineuse, c'est l'esclave, et la face noire, c'est Donatien. Il y a une gémellité entre le maître et l'esclave, très certainement. Et la conclusion qu'on ne va peut-être pas livrer de cet épisode, c'est que peut-être celui qui est le plus prisonnier n'est pas celui qui est dans les fers. Non. C'est comme dans Hegel, dans la dialectique du maître et de l'esclave. Parce que c'est aussi un roman philosophique, mais c'est aussi un roman politique. Vous décrivez admirablement bien les rouages de fonctionnement d'une plantation. Comment avez-vous fait votre documentation? Comment arrivez-vous à nous montrer le quotidien dans une plantation du temps de l'esclavage? Ce qui est le plus frappant dans votre écriture, c'est que les esclaves doivent être vus absolument à tous les moments. Oui. On ne leur demande pas seulement de travailler, mais bon, c'est comme dans les théories de Foucault, surveiller et punir, quoi. Il faut qu'ils soient visibles tout le temps. Il n'y a pas d'intimité. Plus ou moins. Et c'est ça, c'est l'un des sujets qui m'intéressait. C'est comment est-ce que le désir se manifeste, ou se libère, ou se réalise sous la contrainte et sous la coercition. Alors c'est aussi un thème sadien, c'est pour ça que j'ai été amené à être influencé par Sade dans le travail sur ce roman. C'est parce que malgré tout, les esclaves, malgré tout ce qui pesait sur eux, les esclaves étaient des hommes. Et d'ailleurs les maîtres le comprenaient et leur donnaient un certain nombre de libertés, comme de faire des fêtes, de danser, le dimanche souvent, ça s'appelait des calendas. Et je parle, et du coup j'ai oublié votre question. Non, on parlait de l'intimité. Ah oui, et oui, effectivement, voilà. Votre roman sur l'esclavage montre comment fonctionnaient les maîtres par rapport aux esclaves, c'est-à-dire non seulement le travail, non seulement l'exploitation, mais aussi la visibilité. Et pourtant, effectivement, les esclaves avaient un tout petit bout d'intimité. Il y avait une tentative permanente de répression accrue. Il y avait tout le temps des nouveaux règlements qui étaient émis pour interdire telle ou telle chose aux esclaves ou aux hommes de couleur. Un petit jardin, une petite clôture. Alors le petit jardin a existé longtemps, jusqu'à la rationalisation du fin du XVIIIe siècle, et c'est là qu'on retrouve l'ambiguïté des Lumières. C'est que cette rationalisation, dont l'une des visées était de permettre aux esclaves de vivre mieux, d'être mieux nourris, cette rationalisation, c'était aussi une rationalisation du travail, qui était une sorte de fordisme avant la lettre, mais qui était aussi une sorte de camp de concentration avant la lettre. Moi, j'ai été très étonné. Vers la fin du XVIIIe siècle, on a mis en place de nouveaux villages d'esclaves. Auparavant, les gens avaient le droit de construire leurs cases un peu comme ils le voulaient, ce qui donnait lieu à des proliférations un peu anarchiques, mais vivantes, dont les chroniqueurs de l'époque disaient qu'elles rappelaient l'Afrique, d'ailleurs, parce que les nouveaux arrivés construisaient leurs cases comme ils l'avaient construite la leur autrefois en Afrique. Et à la fin du XVIIIe siècle, c'est différent. On fait venir des villages préfabriqués, avec des baraquements. Les petits jardins personnels sont rassemblés et deviennent finalement une partie du travail collectif. Et tout le travail est rationalisé, mais ce qui aboutit à une privation accrue de liberté, et aussi à une efficacité plus grande. Et je me demande si là, il n'y a pas aussi un petit indice du capitalisme ultérieur, une rationalisation du travail qui aboutit à une déshumanisation. Dans ce cas-là, si elle pouvait être encore plus grande, ça a été le cas du travailleur. Au cœur de votre roman, Yann Garvoz, il y a une énigme, il y a un mystère, il y a une mythologie qui est d'ordre sexuel. On ne va pas la raconter parce qu'il faut que nos téléspectateurs lisent le bouquin pour pouvoir la découvrir. Mais je voulais savoir comment s'était ourdi dans votre imaginaire cette histoire absolument extraordinaire où, par l'amour, les Noirs et les Blancs sont par essence à égalité.
Bien, je crois que c'est exactement tel que vous le dites, c'est que par l'amour, les noirs et les blancs sont exactement à égalité. Et derrière toutes les vicissitudes et les aléas de l'histoire, il y a la permanence du désir humain qui est quelque chose de magnifique. Et je trouve qu'une scène telle que je l'ai décrite, mais une scène qui est presque une scène de la vie courante, qu'on peut observer ici à Paris ou ailleurs, d'un homme qui est dans la nuit et qui se précipite pour retrouver sa maîtresse quelque part et pris par le désir, et qu'une femme l'attende aussi prise par le désir, je trouve ça magnifique. Et je ne veux pas d'ailleurs faire de phallocratie. Une femme qui se précipite dans la nuit pour retrouver son amant, un amant qui se précipite dans la nuit pour retrouver son amant. Les femmes sont les grandes initiatrices sexuelles dans votre bouquin. Oui, tout à fait. Ce sont les femmes qui décident de la danse, du désir. Plus que ça, parce que j'ai voulu aussi inverser certains, je me permets de dire, clichés de la littérature exotique. C'est qu'il y a une scène du viol du maître par l'esclave, par une servante. Donc oui, je revendique tout à fait que les femmes, enfin elles le revendiquent et n'ont pas besoin de moi pour, pas besoin de moi pour ça. Les femmes, bien sûr, sont initiatrices de désir. Et ma cosmologie est une cosmologie érotique. Eh bien, merci et bravo pour ce premier roman, Yann Garvoz, qui s'intitule Plantation Massa Lanmeau, qui a vraiment existé, d'après ce que j'ai compris. Un premier roman qui vient d'être publié par Maurice Nadeau. Merci beaucoup.